Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après l'enlèvement de 7 Français d'une même famille au nord du Cameroun, François Hollande appelle à la vigilance et insiste sur le danger terroriste dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est pointé du doigt. Notre invitée, c'est la ministre des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, dans un instant. Le président français ne fait pas de lien entre cette prise d'otage et l'intervention au Mali qui se poursuit. Les accrochages sont particulièrement violents dans le nord. Un soldat français légionnaire du 2e régiment étranger de parachutistes a été tué. Il s'agit du 2e mort français depuis le début de l'intervention Serval, le 11 janvier dernier. En Tunisie, le Premier ministre islamiste Hamadi Djebali démissionne après l'échec de son projet de gouvernement de technocrates. La crise politique se prolonge et s'aggrave dans le pays ce soir. On en parle avec l'écrivain et journaliste Samy Gurbal. Et notre invité ce soir, c'est Samy Gurbal. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste auprès du Courrier de l'Atlas et écrivain avec ce livre notamment Orphelin de Bourguiba et héritier du prophète. Alors, accélération des événements ce soir en Tunisie avec la démission du Premier ministre islamiste Hamadi Djebali, suite donc à l'échec de son projet de formation d'un gouvernement de technocrates. La crise politique s'aggrave. La crise politique s'aggrave. En même temps, ce n'est que l'épilogue provisoire. Puisque aujourd'hui, rien ne nous dit que Hamadi Djebali ne sera pas le prochain Premier ministre, puisqu'il est tout à fait possible que le président Marzouki donc, lui demande de continuer sa mission et de former un nouveau gouvernement. Mais alors du coup, ce sera un gouvernement au contour qui reste encore à définir. En tout cas, dans le discours qu'il a prononcé, je crois, aux alentours de 19h, il n'a pas fermé la porte. Il a dit qu'il ne se déroberait pas à ses responsabilités. Mais en même temps, il a posé un certain nombre de conditions très strictes, très draconiennes, pour la poursuite de sa mission, qui reprennent un petit peu les conditions qu'il avait énoncées le soir de l'assassinat de Chokri Belaïd. Toujours ce gouvernement apolitique ? Non, alors il a dit que c'était l'option qui avait sa préférence et qui conservait sa préférence. Donc d'une certaine manière, il a persisté et signé. Après, il a dit aussi que le gouvernement, quel qu'il soit, devrait pouvoir bénéficier d'une majorité à l'Assemblée constituante. Donc si un certain nombre de partis, notamment le sien, s'opposent à la version d'un gouvernement totalement apolitique et formé uniquement de technocrates, il va être obligé de faire quelques compromis. Mais les deux questions qui sont absolument fondamentales dans cette affaire, c'est les titulaires des ministères de souveraineté. Donc, la justice, l'intérieur, est-ce que Nada est prêt à les lâcher, ces ministères clés aujourd'hui ? La justice, l'intérieur et les affaires étrangères. Bon, les affaires étrangères, on peut dire que c'est pratiquement déjà fait. Voilà, toute la négociation est autour de cette question, et notamment autour de la question de l'intérieur, puisque donc sur la justice, semble-t-il, Nada serait prêt à lâcher du lest. Et donc ça, c'est la première condition. Il a maintenu cette première condition. Il a expliqué également que le retour à la paix civile et la dissolution de toutes les forces qui ne s'inscrivent pas ou qui ne relèvent pas de la légalité républicaine, c'était une condition pour des élections correctes, libres, transparentes. Et surtout sans violence. On a beaucoup parlé d'une fracture probable au sein de ce parti islamiste. Est-ce qu'il y a, comme on le lit, comme on l'entend, des modérés d'un côté, peut-être avec Hamadi et Djebali, et puis une frange dure, radicale de ce parti mené par Ranouchi, ou est-ce que finalement c'est un jeu double ? Il y a deux écoles et il y a des gens qui imaginent que c'est un jeu et quelque part qui font une analogie entre votre précédent sujet, donc Laurent Gbagbo, et Hamadi Djebali, et qui explique que Djebali est en train de rouler tout le monde dans la farine avec l'aval donc de son mentor. Ranouchi. Je pense qu'en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées et c'est un petit peu la fonction qui a transformé l'homme. Personne n'aurait parié sur Djebali et sur cette révélation parce qu'aujourd'hui il est en train d'acquérir d'une certaine manière une stature d'homme d'État qu'il n'avait pas forcément au départ. On imaginait que c'était quelqu'un de doctrinaire, pas un idéologue, mais en tout cas quelqu'un de très loyaliste dans la ligne du parti. Mais cet homme, Hamadi Djebali, fait partie de ce parti qui est pointé du doigt par la veuve de Chokri Belaïd. Est-ce que pour vous, parce qu'on rappelle que le point de départ de cette crise politique, c'est cet assassinat, est-ce que c'est un crime d'État ? Est-ce que c'est la dérive fascisante bien de l'aile dure du parti ? Selon vous ? Oui, c'est une expression qui a été diversement appréciée en Tunisie.
On ne sait pas, il faut attendre. Prononcé par Manuel Valls et qui a, voilà, qui a jeté un provoqué froid des slogans anti-français dans des manifestations islamistes. Oui. On en parlera tout à l'heure. S'agissant de la responsabilité, elle n'est pas encore établie puisqu'on attend les résultats de l'enquête qui a à peine commencé. Pour que cette enquête se conduise dans de bonnes conditions, il faudrait là encore la neutralité des ministères donc de la justice et de l'intérieur. Crime d'État, on ne peut pas le dire. Je ne pense pas que Jebali ait une quelconque responsabilité dans cette affaire. En revanche, il y a eu tout un climat qui s'est dégradé considérablement en Tunisie depuis des mois et des mois, avec des appels au meurtre, avec des anathèmes, avec une stigmatisation des opposants. Est-ce que ça a changé? Parce qu'on avait qui émanait en grande partie de Narda. Au moment de l'assassinat, on a dit qu'il y aurait un électrochoc, un avant, un après. Est-ce que ces prêches haineux ou appelant à la violence dans les mosquées, est-ce qu'ils sont interdits aujourd'hui? Est-ce que les personnalités de l'opposition sont protégées? Est-ce qu'il y a eu un changement concret? Ils n'ont jamais été autorisés, pourtant ils se produisaient et certainement ils doivent encore se produire. Là pour l'instant ils ont effectivement baissé d'un cran, baissé d'un ton, mais aujourd'hui l'État ne fonctionne pas, le gouvernement il est de facto démissionnaire, donc c'est très très difficile de restaurer l'autorité de l'État et l'initiative de Jebali justement elle était intéressante dans la mesure où elle visait à affirmer la prééminence de l'exécutif sur le parti et de faire en sorte que justement ce gouvernement soit à la fois apolitique, au-dessus de la mêlée et essaye d'amener la Tunisie, de créer les conditions pour des élections libres, démocratiques, transparentes et sans violence. C'est-à-dire finalement le SMIC démocratique qu'on avait obtenu le 23 octobre 2011 et qu'aujourd'hui on n'est pas certain d'obtenir pour les prochaines élections. Dernier point qui est extrêmement important dans le discours de Jebali aujourd'hui, il a insisté sur la nécessité pour l'Assemblée constituante de fixer une date crédible pour les élections et de s'y tenir. L'urgence aujourd'hui. Alors on a pu voir lors de manifestations islamistes des slogans anti-français. Quel regard vous portez sur cette réaction, sur ces événements qui ont pu choquer ici en France, surtout dans un pays en Tunisie, considéré comme modéré et qui a peut-être toujours d'excellentes relations avec la France? Choqué, c'était le but, donc le but a été atteint. Sinon, ça ressemble quand même largement à un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où la première manifestation qui avait un agenda très largement anti-français, donc la manifestation du samedi 9 février, si mes souvenirs sont bons, a difficilement réuni 3000 personnes, et on sait aujourd'hui que la moitié de ces 3000 personnes ont été payées, y compris en biscuits, pour venir manifester. 3000 personnes, c'est rien du tout comparé à la force de mobilisation de Nahda et à la véritable marée humaine qui a déferlé sur Tunis la veille pour l'enterrement de Belrhid. Juste une chose par rapport au slogan anti-français, c'est de l'instrumentalisation pure et simple. C'était pour noyer le poisson et ça ne doit absolument pas faire illusion ni détourner les Tunisiens ou les observateurs des réalités et des questions qui se posent et de l'urgence. Des frustrations sociales et des réalités économiques dans ce pays. Merci beaucoup. Absolument. Sami Gorbal, je précise que vous êtes journaliste auprès du Courrier de l'Atlas et écrivain de ce livre Orphelin de Bourguiba et héritier du prophète. Merci à vous.